Le ministère des Finances a abrité ce matin la cérémonie de passation de service entre le ministre sortant Jean-Luc Maleka et le ministre rentrant Clément Mwamba. Il y avait un témoin, Miafuna Mbungo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora est en deuil. En effet, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Le ministre Jean-Luc Maleka n'est plus. Il est mort le lundi 15 avril 2024 à 15 heures au CHU de Nice, dans le sud de la France, dans le département des Alpes-Maritimes et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il vivait dans un modeste HLM de la ville de Nice. Il est mort suite à une longue maladie qui a commencé entre 2022 et jusqu'en 2024. Paix à son âme. Et mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le peuple congolais et la diaspora résistante au régime de Brazzaville, incarné au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, rend hommage à notre digne fils du pays, l'un de nos dignes fils du pays, l'un des plus méritants fils de notre pays. Alors, qui était Jean-Luc Maleka? Monsieur Jean-Luc Maleka était originaire de la ville de Bétou, dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Centrafrique. Il faisait partie de la tribu des Mondjobo, dans la Likwala. Il serait né, je pense, en 1951-52. Il m'avait communiqué son vrai âge, la date de naissance et tout. Mais bon, ça date longtemps, mais je pense qu'il serait né entre, je pense, 52 ou 51. C'était, bon, je ne me rappelle plus. À Brazzaville ou dans le sud du pays. Ses parents, dont le père Félix Maleka, je pense qu'il est encore en vie, parce que ces 2 dernières années, je n'ai plus de contact avec Jean-Luc, parce qu'il était malade, mais je pense que son père est encore en vie. Il doit avoir 98 ans, 99 ans. Félix Maleka était l'un des candidats de notre pays pendant l'Afrique équatoriale française, dans le moyen Congo. Donc il était candidat aux législatives ici en France, du moyen Congo. Je pense en 1946 ou en 1952, où avait vu l'élection de Félix Tikaya. Dans cette campagne-là, le père du défunt Jean-Luc Maleka était candidat. Il était sorti, je pense, troisième ou quatrième. Après, bon, il y a eu Félix Tikaya, il y avait aussi Jacob Pango, Kikungangot, après il y avait eu Félix Maleka. Il faut savoir que ses parents faisaient partie, et font partie d'ailleurs, hein, c'est éternel, font partie des puissants réseaux catholiques congolais. On ne peut parler de la basilique Sainte-Anne de Brazzaville, à Poto-Poto, le 3e arrondissement. Vous voyez la basilique de Brazzaville qui est peinte en vert. On ne peut parler de cette basilique-là sans parler des Maleka, de la mère de Maleka, de papa de Maleka et de Maleka. Donc ce sont des puissants réseaux catholiques congolais. Mais côté études, je pense qu'il arrivait ici en France au collège.
Puis il a fait le lycée et l'université ici en France jusqu'à obtenir son doctorat en sciences économiques. Je pense qu'il était du côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine, dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et après, quand il était revenu au pays, dans le début des années 80, fut nommé successivement d'abord directeur général des impôts, puis directeur général du budget, et enfin ministre de l'économie et des finances pendant la période de transition de 1991 à 92, après la conférence nationale souveraine du 25 février jusqu'au 10 juin 1991. Après, on avait organisé le gouvernement du Premier ministre André Milongo. Donc, lui, il était membre de ce gouvernement. Il était d'ailleurs membre des 4 gouvernements de fin Premier ministre André Milongo, le gouvernement de transition. Il y en avait 4 gouvernements. Mais lui, il était resté toujours ministre de l'économie et des finances. Et au moment de la transition, il a dû utiliser tout son talent et ses réseaux pour avoir un peu d'argent parce que Sassou Nguesso I, de 1979 à 1991, avait laissé les caisses vides malgré que le pétrole coulait à flot. L'argent on avait déjà tout volé. Et donc, pendant cette période de transition, Jean-Luc Maleka, le ministre de l'économie et des finances, a dû galérer pour payer les salaires des militaires qui réclamaient beaucoup d'argent pour perturber la transition. Donc, ils avaient galéré pour trouver un peu d'argent pour payer ces militaires-là. Mais également les fonctionnaires qui réclamaient l'argent, alors que Sassou Nguesso a tout volé. Et donc là, pendant cette transition-là, c'est lui qui gérait ça. Il a aussi organisé 4 élections. Il a financé 4 élections jamais contestées. Les présidentielles qui a vu l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba, puis les législatives, les sénatoriales et les locales jamais contestées. Et c'est lui qui était à la manœuvre du point de vue financier. Et à partir de 1993 jusqu'à 2010, après 2011 à peu près, il va traverser ce qu'on appelle la traversée du désert. Et craignant aussi pour sa vie, parce qu'il était maintenant parti faire son agriculture dans le nord du pays, à Bétou. Donc, lui, c'est l'argent public qu'on ne doit pas toucher. C'est un péché de toucher l'argent public. Je vous dis qu'il fait partie des fervents catholiques pratiquants. C'est quelqu'un qui a des réseaux au Vatican et de compagnie. C'était comme ça. Et donc là, il sort là, craignons pour sa vie, puisque là-bas, au pays, la guerre de pouvoir et de compagnie, donc les gens cherchent toujours à éliminer les uns des autres pour... voilà, donc il craignait ça. Et donc il va vivre du côté de Bétou, au nord, à la frontière entre le Congo et le Centrafrique. Donc il connaît très bien le Centrafrique. Ah oui, il connaît trop bien. Tous les nords là et tout ça, oh là là là, on passait des heures il passait des heures à m'expliquer le nord là, les Centrafrique et tout compagnie. Même toute l'histoire de l'indépendance depuis 1946 jusqu'aux années 62, 63, il m'a expliqué ça, oh là là, tous les jours. Et donc c'était comme ça. Donc il va arriver en France, il va revenir en France ici dans les années 2010 à peu près. C'est pendant cette période-là. Donc l'état d'esprit de ce monsieur, c'est qu'on ne doit pas toucher l'argent public. C'est un péché de voler l'argent public et tout compagnie. Lui, c'est ça. C'est pourquoi il meurt là. Il n'a pas de bien à l'étranger. Il vivait dans un HLM. Quelqu'un qui a été DG du budget, DG des impôts, ministre de l'économie et des finances. Il gérait tous les comptes de l'État et tout compagnie. Il vivait dans un HLM. Il a vécu avec son salaire et autres. Et la retraite, comme elle était bloquée, parce que dès qu'il a contesté Sassou Nguesso depuis, donc sa retraite ne lui passait pas. Donc vous imaginez, donc il vivait ici en France comme un clochard. Pas un clochard, mais par rapport à son statut.
Mais voyez déjà ça. Donc ça, c'est l'honnêteté. Ça, c'est les dignes fils du pays qui pensent comme ça. Vous avez vu. Et donc, il faut en tenir compte de cet état d'esprit. Et donc, ici, dans ces luttes, partout, il était toujours dans ce sens-là. On ne doit pas toucher l'argent public comme ça, on ne doit pas voler, on ne doit pas voler, on doit punir ces gens-là. C'était comme ça. C'était son état d'esprit. Côté politique, il faisait partie des courants déjà du Premier ministre André Milongo, paix à son âme, et aussi des courants de Paul Kaya. C'était vraiment un fervent défenseur de Paul Kaya. Donc il était du côté de Paul Kaya. Pour ceux qui connaissent Paul Kaya, qui ont connu Paul Kaya. Voilà pour l'essentiel de la partie congolaise que j'ai résumé. Historiquement, jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui m'expliquait très bien la période post-coloniale, c'est-à-dire de 58 à 1963. Il m'a expliqué ça très très bien, de cette période-là. Et donc nous discutions sur la même longueur d'onde par rapport à cet historique politique et culturel et autres. Donc c'était quelqu'un d'ouvert. Il aimait tout le monde. Il ne pouvait pas faire du mal à quelqu'un. C'est vraiment un fervent défenseur humaniste. En 2014, il prenait la tête de la résistance congolaise de Brazzaville sur la place de Paris contre le despote Denis Sassou Nguesso. Donc il serait devenu le délégué général des Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Il sera confronté aux divisions internes dans la diaspora et dans l'association. Ces divisions-là, souvent liées au conflit d'intérêts entre les francs-maçons et les cathos et les protestants, les sudistes et les nordistes, et les points. Donc c'est mélanger les bazars. Il a dû gérer ça. D'ailleurs, m'en avait informé dès septembre 2014 que les assises nationales du Congo sur la place de Paris vont être fracassées, puisque Sassou avait dit qu'il n'y a pas d'organisation de la résistance congolaise sur la place de Paris très très solide. Non, on n'en voulait pas. Et c'est pour cela que le despote Denis Sassou Nguesso, on a mis les moyens à travers ces réseaux déjà France-Afrique pour atteindre les uns et les autres, fracasser les uns et les autres. Il y a eu des traîtrises, il y a eu les achats de conscience, il y a eu des empoisonnements, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là. Donc depuis 2014 jusqu'à à peu près, passons par les 2015, 2016, 2017, où après 2018, il n'y avait plus d'assises nationales du Congo sur la place de Paris. Donc vous imaginez Sassou, sur ce point, il a vraiment tenu tête à la résistance extérieure à lui sur la place de Paris, qui certaines personnes disent que comment vous allez combattre Sassou Nguesso sur son propre terrain? Parce que Sassou, c'est le pion de la France-Afrique, l'homme de la France-Afrique. Vous combattez Sassou Nguesso, même s'il y a la liberté, la démocratie et tout ici en France, mais Sassou est toujours là, il est encore soutenu par la France. Donc vous perdez votre temps, il y avait ces contradictions, ces amalgames et autres. Bon, qui a tort, qui avait tort, qui avait raison? Bon, les résultats sont là. Donc, du côté politique, il était le fervent défenseur de la transition politique plus ou moins longue, politico-militaire, après Sassou Nguesso. Et que, au regard de ce qui s'est passé en 1991-92, la transition là fut très courte. Mais avec les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui, s'il y a une transition politique, elle doit être civile et militaire, mais elle doit être longue. Et donc, il était le fervent défenseur de cet état d'esprit, de la transition. Quant à l'origine ou les causes de sa maladie, qui, il faut se le dire, il m'en a parlé plusieurs fois,
hein, parce qu'on s'appelait, il m'appelait parfois 2 fois par semaine, et moi aussi inversement. Ça s'est coupé à peu près 2022. Et donc nous discutions sur les causes de sa maladie. Il disait que bon, il ne sentait rien et que les médecins ont cherché partout, partout, il n'y a rien. Mais il a des problèmes au niveau de points. Je vais vous parler sur les détails. Il est mort, il est parti. Mais alors là, je te posais, est-ce que tu n'as pas été empoisonné? Bon, je dis peut-être, mais bon, vous voyez, il faut dire, c'est dire que depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, on en a perdu des cadres congolais dans la diaspora, empoisonnés par les gens du régime, mais également entre résistants. Donc, travaillant pour le compte du régime ou simplement pour la jalousie et beaucoup de choses comme ça, on ne sait pas. Donc, sa maladie a été bizarre. Comment il était là vraiment portant? En 2021, il courait, il pouvait marcher, courir, tout normalement. Mais comment en 2022, il ne pouvait plus, il avait maintenant la canne, il avait maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de poison? Donc je pensais du poison, hein. Et on en parlait, mais parfois il était dubitatif. Et il s'est dit, bon, ben, est-ce que... Voilà, donc vous imaginez. Donc vous savez que le combat contre Sassou Nguesso est rude et passionnant. Il est rude parce que on en a perdu des cadres depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, dans la diaspora comme au pays. Le combat là est passionnant parce que nous allons continuer le combat, même si nos vies sont en péril. Nous continuons le combat, même au péril de nos vies. Au regard de ce que moi aussi j'ai subi. C'est pour cela que je dis que dans ce combat, il faut surveiller tes marges arrière, tes relations. Il faut, c'est comme ça comment on surveille le lait sur le feu. Parce qu'on en a perdu ici dans la diaspora. Beaucoup sont morts. On ne sait pas comment. Donc ce combat-là est passionnant. Parce que ça va laisser des merdes. Parce que ceux qui ont tué les uns des autres, qui ont empoisonné ou pas autres. Mais attends. Bon, le ministre, on lui disait qu'il était trop humain. Il est trop humain. Vous savez, les catholiques là, parfois les catholiques ils sont trop, on disait trop naïfs. Mais voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je suis attristé. Parce qu'entre 2014 et 2022, nous nous sommes appelés au moins peut-être 300 fois. Il ne pouvait pas passer un soir sous 300 appelés et inversement. Donc il est parti, voilà. Mais que faire? Les cadres congolais, il y en a encore. Les hommes et femmes de conviction, il y en a encore. Il faut les protéger. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Et donc, j'en invite aux dignes fils du Congo, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, d'être sereins, de liker, partager et d'informer les uns des autres, de suivre ces gens-là comme on suivait le lait sur le feu. Parce que nos cadres sont en train de partir du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus. Parce que ce régime est criminel. Et ce régime est aux abois. Donc il faut faire attention. Donc comment ils utilisent les poisons les plus modernes et les plus sophistiqués pour faire mal. Et donc nous devons protéger les nôtres. Car nous allons gagner au final. Mais justice sera rendue. Honneur à tous nos dignes fils qui sont partis, dont le ministre Jean-Luc Maleka, paix à son âme. Je vous remercie. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, soutenez la résistance. Merci beaucoup. À bientôt. Le ministère des Finances a abrité ce matin la cérémonie de passation de service entre le ministre sortant Jean-Luc Maleka et le ministre rentrant Clément Mwamba. Il y avait un témoin, Miafuna Mbungo.